Mesdames, Messieurs, chers panafricanistes et chers amis européens, bonjour et merci de me permettre de m'exprimer ici. Nous sommes là réunis par une pensée commune, le désir de voir l'Afrique debout et fière et heureuse de partager ce qu'elle a à offrir, mais aussi ce qu'elle a à recevoir des autres cultures. C'est donc un honneur pour moi de partager ici ma réflexion. Mais le désir que nous avons de l'Afrique, d'une Afrique debout, fière, déterminée, quand on nourrit ce rêve, voir les drames de l'immigration, vous pouvez vous en douter. C'est un désespoir personnel, d'autant plus que j'ai beaucoup écrit sur ce thème. Et je voulais, avant de commencer ma présentation, lire juste un extrait de Coup de pilon de David Diop. Parce que malgré l'image désastreuse de l'Afrique que nous avons aujourd'hui, je continue à penser à la réponse dans son poème Afrique. Quand David Diop interroge l'Afrique, l'Afrique répond: Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu de fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. J'ai souvent besoin de relire cet extrait-là pour rester positive. Parce que malgré les drames, il nous faut relever la tête, râler, déplorer, mais aussi essayer de proposer des perspectives. Le titre de ma communication, c'est « Drame de l'immigration, la responsabilité africaine et l'hégémonie européenne ». Et je tiens à souligner juste une petite différence entre le titre que vous avez en anglais, parce que dans le titre en anglais, il y a un point d'interrogation, et puis il y a la conjonction « ou ». Donc, oh, c'est une nuance de taille, parce que pour moi, ici, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, parler de l'hégémonie européenne n'empêche pas d'évoquer les responsabilités de l'Afrique. Donc, je préfère garder mon sujet en français avec l'hégémonie de l'Europe et les responsabilités africaines. Donc, pour moi, situer les responsabilités ne suffit pas. Il faut aussi penser aux nouvelles perspectives. Parler des responsabilités de l'Afrique ne peut pas dédouaner l'Europe, mais indexer l'hégémonie de l'Europe ne permet pas non plus de dédouaner l'Afrique. Dans le titre également en anglais, vous avez réfugiés, donc au pluriel. Tous les immigrants, tous ceux qui sont là sur les plages de la Méditerranée, ce ne sont pas tous des réfugiés. Il y a des réfugiés, certes, mais il y a aussi des migrants économiques. Et là encore, il y a une différence juridique, parce que si les réfugiés, eux, peuvent évoquer la Convention de Genève relative au droit d'asile, les immigrants économiques, eux, restent dans une zone grise et ils n'ont pour argument que leur désespoir. Si on distingue ces deux groupes-là, on est obligé de penser au droit international. Parce que pour les immigrants économiques, une analyse simpliste nous dirait simplement « Oh, ils veulent venir en Europe. Ils n'ont qu'à respecter le droit international relatif au franchissement des frontières. » Mais interroger l'application de ce droit international, c'est justement mettre le doigt sur l'hégémonie de l'Europe dans ses relations avec l'Afrique. Donc, je vais juste dessiner quelques petites lignes qui marquent cette hégémonie, qui traduisent cette hégémonie de l'Europe. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et l'alinéa 2 complète: toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Est-ce que votre quotidien vous montre l'application concrète de cela? Donc les inégalités dans l'application du droit à circuler librement sont évidentes. Si on est honnête, on doit simplement dire que ce droit, seuls les ressortissants des pays riches en jouissent pleinement. Je pense que tous mes amis français peuvent circuler et visiter toute l'Afrique. L'inverse n'est pas vrai pour les Africains. Les maisons les plus riches sont les plus gardées. Cela frappe le bon sens. Donc si nous appliquons cette théorie aux États, ça voudrait dire que l'Europe se barricade pour jalousement garder sa prospérité. Nous avons donc les immigrés qui sont les intrus, les indésirables contre lesquels on dresse des barbelés à Ceuta et Melilla. De nombreux accords politiques permettent à l'Europe d'utiliser les pays d'Afrique du Nord comme le premier cordon sécuritaire. Je vis en Europe depuis 1994 et j'ai vu le carcan administratif devenir de plus en plus serré. Et je suis désolée pour les interprètes parce que parfois je parle comme une mitraillette. Il est urgent de prendre conscience de l'application réelle des lois qui sont en permanence renouvelées en Europe. Par rapport à tous les étrangers, pas seulement les Africains, tous les étrangers. Donc au nom de la souveraineté des États, on n'hésite plus à sacrifier les droits des étrangers. Les contrôles aux faciès existent dans tous les pays européens. Je sais que ça met mal à l'aise nos amis européens, mais c'est la vérité. Et j'ai l'occasion de le vérifier souvent. Quand je suis dans un train, les contrôleurs, si la police entre, je pense que ma tête et un chocolat souriant, ça fait clignotant. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Pourtant, je souris juste pour être gentil, comme on agiterait un drapeau blanc pour dire inoffensive, 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 j'ai payé mes impôts, tout va bien. Non, ils viennent toujours voir si je ne vais pas voler la tarte à la crème. Et c'est très vexant, parce que être noir, ça ne veut pas dire être moins digne de confiance. En fin 2008, le ministre français de l'immigration et de l'identité nationale s'est enorgueilli d'avoir expulsé, tenez-vous bien, 30 000 personnes, soit 2500 par mois, ce qui représente 83 personnes persécutées par jour. J'utilise le mot persécuté à dessein, parce qu'avant d'être expulsé, il y a d'abord toute la torture du cheminement pour les papiers. Et on a l'espoir qui se dégrade, qui se dégrade, qui se dégrade, jusqu'au moment où vous avez le fameux papier. Vous savez comment il s'appelle? Invitation à quitter la France. Les oxymores en poésie, c'est magnifique, mais quand c'est appliqué à votre vie, c'est terrible. Des associations comme Réseau d'éducation sans frontières ont essayé de protéger des enfants menacés d'expulsion, des enfants scolarisés menacés d'expulsion. Là encore, une question se pose. Que fait-on de la Déclaration des droits de l'homme, du principe de l'irresponsabilité juridique des enfants et de leur droit à l'instruction? Parce que les parents soient sans papier, c'est un fait, mais ça n'annule pas les droits des enfants. Et les enfants ne peuvent pas être coupables par contagion. Donc les nouvelles conditions imposées aux demandeurs de papier exigent aussi une bonne connaissance, par exemple, du français, l'apprentissage de l'hymne national et de l'histoire de France. On appelle ça des mesures d'intégration. Ces mesures-là existent aussi en Allemagne. Et dans les deux pays, des associations ont fait passer les mêmes tests à quelques autochtones. Beaucoup ont échoué. Cela prouve que ces mesures-là ont été créées uniquement pour servir de barrage aux demandeurs d'asile ou aux demandeurs de papier pour avoir le droit de travailler librement. D'une manière générale, les contraintes se multiplient. Donc, beaucoup de pays ont rallongé la durée de rétention des immigrés irréguliers et pour accélérer les procédures d'expulsion,
on a réduit le temps accordé pour faire appel quand une demande a été rejetée. Toutes ces choses-là sont des petits détails cachés. Souvent, les gens s'en rendent compte quand ils sont confrontés au problème, pas avant. Donc, je suis étonnée, parfois mes amis français découvrent ça quand on en discute et ils n'en ont jamais entendu parler, par exemple. Cette situation nous démontre combien les frontières économiques conditionnent l'application du droit à circuler librement. Cela veut dire que la protection économique des États riches annule pratiquement le respect des droits humains. Alors, il faut le répéter parce que l'Europe est toujours là à donner des leçons à la terre entière. Donc, il faut aussi convoquer l'Europe sur ses propres principes. Le principe du droit international, justement, c'est la réciprocité. Donc, il n'y a aucune raison que les ressortissants européens puissent circuler librement dans le monde et que l'inverse ne soit pas possible pour les citoyens qu'ils visitent. L'Afrique ne peut pas être un zoo exotique pour l'Europe, où les Africains seraient enfermés et ne pourraient pas sortir, et les Européens peuvent venir nous observer comme dans une éprouvette. Ce ne sera pas longtemps acceptable. Du fait de sa puissance financière, l'Europe garde la main, donc le contrôle, et détermine elle-même ses relations avec l'Afrique. Donc, que vaut l'indépendance administrative sans indépendance économique? C'est la question que je me pose et c'est la question que l'immigration nous pose. C'est quoi être indépendant en Afrique quand on n'est pas libre de rêver son avenir dans son propre pays? C'est quoi l'indépendance territoriale, politique, administrative, quand on n'a pas l'indépendance économique, puisque avec l'application des lois, comme je viens de vous le dire, l'application de ces lois devient une résultante de la situation économique. Vous venez du Canada, vous voulez vous installer en France, vous n'êtes pas immigré, vous êtes expatrié. Vous êtes français, vous allez au Gabon, vous êtes expatrié. Mais vous êtes sénégalais, même si vous êtes millionnaire, vous venez en Allemagne ou en France, vous êtes immigré. Immigré devient un terme péjoratif qui désigne uniquement les étrangers à peau non blanche. Donc l'indépendance de l'Afrique ne pourra jamais être effective sans son indépendance économique. Car c'est bien par sa supériorité financière que l'Europe influence et impose ses règles en Afrique. L'Europe influence le marché. Par exemple, ils essayent d'abaisser les taxes de douane à 50%, alors que l'Afrique aurait absolument besoin de cet argent. Mais l'Europe veut libéraliser ce marché. C'est aussi par cette puissance financière qu'aujourd'hui encore souvent des entreprises européennes financent des partis politiques en Afrique, donc ils influencent le choix de nos dirigeants. C'est également par sa domination financière que l'Europe détermine souvent les politiques culturelles en Afrique, parce que même l'industrie culturelle africaine dépend encore trop souvent des subventions européennes. Si vous prenez pour l'édition, par exemple, si vous êtes africain, vous voulez être lu au Japon et au Canada, il vaut mieux publier en Europe, pas en Afrique. C'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, il y a une vraie dépendance. Si vous voulez faire un film en Afrique, et même sur l'Afrique et pour l'Afrique, vous demandez du soutien financier à l'Europe, alors qu'on a des millionnaires maintenant et des milliardaires en Afrique. Donc, c'est aussi, ce sont nos hommes d'affaires aussi qui doivent financer l'industrie culturelle. Parce que c'est une industrie en Europe et un peu partout dans le monde. Cependant, énumérer les points d'impact de l'hégémonie européenne n'exonère pas l'Afrique. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc de deux choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc la mentalité victimaire, je n'en veux pas. Pour moi, parler des responsabilités de l'Afrique, c'est évidemment chercher des perspectives. L'Afrique, la faute qu'elle doit reconnaître, et on doit absolument accepter cette autocritique. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial, regardant l'Europe non comme un partenaire de négociation,
mais comme un maître dont on accepte à la fois le secours, mais aussi le mépris. La terminologie utilisée quand on parle des relations entre les deux continents est édifiante. On parle toujours d'aide logistique, d'aide humanitaire, d'assistance technique, de subvention, etc. Il est donc toujours question de ce que l'Europe apporte à l'Afrique. Pourtant, si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, hein. Elle ferme. Donc quand ils viennent faire des affaires, ils viennent nous aider. Quand nous, on vient faire des affaires, on est immigré économique. Donc à un moment donné, il faut parler bêtement du marché capitaliste à la régulière. Et donc utiliser les mêmes arguments. Comme le disait Léopold Sédar Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci: au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des continents non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui. Mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays, après la guerre, était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit, si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité
Vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Alors moi, je veux une Afrique qui lève la tête, qui à la table des négociations regarde l'Europe et dit, tu sais quoi? On a passé des siècles à fricoter ensemble. On se connaît tellement. On s'aime, on se déteste comme dans toutes les grandes relations. Mais on va faire des affaires avec éthique pour respecter nos peuples. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique. Et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Alors de deux choses l'une, si vous voulez danser avec moi, vous ne pouvez pas seulement compter sur votre souffle, vous allez m'épuiser. Donc si vous voulez danser avec moi, on doit organiser nos pas et nous entendre doucement et nous entendre. C'est une conciliation. Ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une tutelle, c'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonin. Donc inacceptable. Ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat. Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste, transparent partenariat. Et l'Afrique a son rôle à jouer dans cette quête de perspective. Alors que doit-elle faire? Vous savez, je ne suis pas économiste, hein, moi je suis... Qu'est-ce que je suis déjà? Une rêveuse. Je cherche de la musique dans les mots et il m'arrive parfois d'avoir une petite idée. Donc j'en ai quelques-unes ici. Peut-être que 10 sont mauvaises et qu'il y en a une de valable. J'aimerais bien que vous la gardiez dans ce cas-là. En tout cas, j'essaye de faire mon possible pour réfléchir tout le temps à la quête de solutions. Selon cette petite recherche, je pense donc que Descartes existe. Ok. Et selon Descartes, la pensée que nous appliquons, nous pouvons aussi la rendre réflexive. Dans mon autocritique d'africaine, parce que je ne veux pas toujours accuser les autres, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en Afrique, chez nous, avec notre petite réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quelque chose. Alors je pense que l'Afrique doit prendre la main quant à la gestion de ses matières premières. L'Afrique doit fixer le prix de ses matières premières. Elle doit fixer son prix au lieu de subir le diktat des acheteurs. Vous savez, c'est très simple. Quand vous allez acheter un jean ou une baguette de pain, ce n'est pas vous qui fixez le prix. Vraiment, vous payez le prix que le vendeur vous demande. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'arrivez pas en fixant le prix du bien que vous désirez. C'est le propriétaire qui fixe son prix. Et tout le pouvoir de la relation est dans cette décision du prix. Celui qui fixe le prix, c'est le maître. Celui qui a son bien devrait être le maître de la transaction. Donc l'Afrique doit se respecter. Dans le contexte économique d'un monde globalisé, l'Afrique doit se libérer donc des précarés historiques et jouer franchement la concurrence. Vous savez, le capitalisme est cynique. Je ne l'aime pas, j'y peux rien, mais je dois survivre avec. Alors l'Afrique, elle l'aime ou elle ne l'aime pas, mais elle doit survivre dans le capitalisme. Et le capitalisme est cynique. Donc, ok, si je veux un sac de riz
et que le prix que la France me paye n'est pas suffisant, mais si l'Allemagne me paye plus cher, je vends mon sac de ma matière première pour nourrir ma famille. Donc, parce que les anciens colonisateurs n'hésitent pas à jouer cette concurrence entre les pays africains. Alors, pourquoi les pays africains n'utiliseraient pas la même concurrence pour écouler leurs matières premières? Ça permettrait d'élever le prix, par exemple. L'Afrique doit exiger aussi plus de transparence des multinationales et surtout le paiement des impôts que ces multinationales sont censées apporter au pays. Il est quasi impossible d'obtenir des chiffres des bénéfices que les multinationales réalisent en Afrique. Alors celui des impôts qu'elles sont censées payer est encore plus mystérieux. D'après l'économiste français Thomas Piketty dit ceci: l'Europe, au lieu de se donner bonne conscience avec des flux d'aide au développement, devrait contraindre les multinationales à cet exercice de transparence. Cette opinion générale mine la confiance en l'État en même temps qu'elle le prive de ressources indispensables au développement. Donc, afin de mieux profiter de ces matières premières, l'Afrique devrait aussi s'équiper pour transformer et valoriser ses propres produits. Vous savez, je trouve révoltant une chose. Les enfants de Munich mangent plus de chocolat que les enfants d'Abidjan. Pourtant, je n'ai pas vu de cacaoyer en Allemagne. Eh oui. Les cosmétiques avec le beurre de karité. Ces produits-là rendent belles les femmes occidentales. Pour mes sœurs sénégalaises, ces produits sont hors de prix. Pourtant, c'est notre karité à nous d'Afrique. Mais oui, parce que d'autres l'ont utilisé pour transformer, mettre de la valeur et nous vendre ça encore une fois et avoir des plus-values. Donc vous avez l'or du Sénégal, de Sabodala, c'est vendu en Suisse. Le diamant du Congo est à Amsterdam. Le chocolat de Côte d'Ivoire fait la fortune des Suisses et des Belges. Mais qu'est-ce que l'Afrique tire de ses propres ressources? Donc, valoriser ce que nous avons et ne pas racheter les produits finis qui viennent de chez nous. Alors, l'exemple, c'est comme si quelqu'un prenait mon maïs et revient me vendre un sac de farine. Et je ne peux pas le payer et mes enfants meurent de faim. Pourtant, j'ai produit du maïs. C'est quand même bête. L'Europe tient la bonne gouvernance pour une donnée fondamentale dans son partenariat avec l'Afrique. La vérité, c'est qu'on ne vaincra pas la pauvreté, l'instabilité politique en investissant uniquement dans des secteurs économiques au bénéfice immédiat. Donc pour moi, tout développement passera par l'éducation. Pour une démocratie pérenne, il faut de l'éducation. Et donc, il faut faire de l'éducation une priorité, surtout quand on a une jeune population comme on le voit en Afrique. L'Afrique doit utiliser sa jeunesse, la considérer comme un moteur du développement et investir suffisamment pour sa formation. Dans beaucoup de pays africains, l'éducation n'est pas considérée comme une priorité. Elle devrait être obligatoire jusqu'à 16 ans. En 2008 ou 2006, j'ai eu l'occasion de faire un tour dans plein de pays africains, y compris en Allemagne. Et le président Oscolaire soutenait cette initiative. Il faut que l'Afrique mette l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Parce que les jeunes qui ne vont pas à l'université, par exemple, pourraient ainsi avoir un socle commun et suivre des formations diplômantes et être de vrais professionnels. Le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique agit toujours en amateur. En amateur pour la peinture, pour la musique, pour la littérature, ça va. Mais amateur pour l'ingénierie pointue, pour le devenir de l'Afrique, pour l'éducation de la jeunesse. Agir en amateur, c'est un crime. L'Afrique doit se professionnaliser. Dans certains pays africains, l'absence d'instruction pour les femmes, je la considère comme une des violences faites aux femmes.
je la considère également comme une plaie de la démocratie. Vous savez, pour défendre la démocratie, il faut connaître ses droits. Pour respecter les droits du voisin, il faut les connaître. La seule manière de les connaître, c'est l'éducation. Instruire les femmes, c'est leur donner la capacité de mieux éduquer leurs enfants. C'est donc former la jeunesse africaine. C'est un cercle. Je voudrais aussi insister sur l'organisation même du corps social et politique africain. Vous savez, l'Europe vient toujours commenter après les drames. Que font-ils juste avant? Ils parlent toujours de l'explosion et des armes à feu. Il n'y a aucune usine d'armes à feu en Afrique. Donc si on s'entretue, c'est parce que ça fait de l'argent pour l'Europe. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas d'usine d'armement en Afrique. Donc si les Africains arrivent à s'entretuer, c'est que des entreprises européennes ils font de l'argent avec leurs armes. Défendre la démocratie en Afrique, c'est aussi parler de cette situation. Toujours dans la quête de solutions par rapport au problème des migrants. Jusqu'à maintenant, on considère les jeunes qui viennent comme un boulet. Mais vous savez, l'Europe est très ravie d'avoir des jeunes. La population européenne est en train de vieillir. Si l'Europe n'a pas du sang neuf, elle ne pourra pas maintenir son niveau social, sa politique sociale, sa politique de retraite. Ces étrangers-là qu'on fait semblant de pousser, on les utilise pour renflouer les caisses et le traitement des pensions de retraite ici en Allemagne ou en France. On ne pourrait pas l'assurer s'il n'y avait pas tous ces gens qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, savez-vous qu'au moins 16 millions d'Allemands ont des origines étrangères? Voilà, tous les pays européens peuvent en dire autant. Ces gens-là sont productifs. Ils apportent quelque chose à la vie sociale allemande aussi. Donc l'Allemagne, l'Europe d'une manière générale tire bénéfice de l'immigration. Il faudrait que l'Afrique réfléchisse à sa façon possible de tirer bénéfice, de faire de l'immigration une ressource stable, sûre et organisée, un financement sur lequel les États africains pourraient compter. Donc, au lieu de subir la situation des immigrés, on peut l'organiser. Alors, je donne un exemple. L'immigration offre aujourd'hui des revenus aléatoires. Si on organise, on va me dire la fuite des cerveaux. Vous savez quoi, même avec des barbelés, il y a des Africains qui partiront quand même. Donc, autant réfléchir à comment tirer parti de la situation et quelle qu'elle soit. Par exemple, des accords pourraient être signés pour décider un nombre, un cadre qui permettrait à des gens de partir et revenir avec un visa entrée multiple. Ça, c'est une première chose. Une autre piste de réflexion, ce serait aussi si l'Europe veut sincèrement aider l'Afrique. Puisque parfois, quand même, les immigrés qui viennent travailler, ben, l'Europe pourrait accepter de reverser, par exemple, 50% des impôts des immigrants à leur pays d'origine. Donc, au lieu de faire des petits budgets qui viennent du budget des États européens pour aider l'Afrique, on peut faire contribuer les enfants d'Afrique qui travaillent en Europe et envoyer un pourcentage de nos impôts au pays d'origine. Les pays africains doivent également encourager les échanges entre eux. Ils sont là complètement focalisés sur l'Europe. Ils ne sont même pas capables de voir le voisin. Donc l'Afrique doit construire des infrastructures, encourager la circulation sous-régionale, parce que rapprocher les zones économiques, c'est rapprocher les citoyens des différents pays africains, c'est encourager l'esprit panafricain, donc c'est cultiver une espèce de fierté africaine. On pourrait aussi développer l'agriculture et surtout protéger l'Afrique de la prédation des terres arables et des terres rares. Et je dis bien la prédation des terres arables, cultivables, mais aussi des terres rares. Car en ce moment, la Chine est en train de prendre des superficies vertigineuses en Afrique. Et on est là et on regarde faire. Et nos dirigeants sont là et ils regardent faire et ils participent même à le faire.
Je ne veux pas que dans 50 ans, je serai peut-être vieille et sénile. Je ne voudrais pas qu'on vienne me prendre la tête encore avec une lamentation et dénoncer encore un nouveau dominant. Parce que ce qui s'est passé dans l'histoire, on le sait. Et cela nous appartient d'organiser notre avenir. Donc si on laisse toutes les terres africaines partir, cette jeunesse a besoin de terres, de récoltes et de quoi vivre. Pour conclure, je dirais que face aux carences dans l'éducation, la santé, l'agriculture et d'autres domaines, le partenariat Europe-Afrique peut apporter une véritable ingénierie à l'Afrique. Il n'y a pas de complexe à cela. L'Afrique doit apprendre à prendre des autres et à échanger, sans complexe. La mondialisation, la crise économique et le drame actuel des migrants nous montrent que les problèmes d'aujourd'hui transcendent les frontières. Ils demandent donc des solutions collectives. Pendant longtemps, les populations, les communautés humaines ont organisé leur survie, les unes au détriment des autres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc la communication internationale, les gens sont informés. Donc ce que je sais et ce que je peux revendiquer et ce que j'attends de l'Europe, peut-être que ma grand-mère ne pouvait pas réclamer la même chose. Eh bien, elle était moins informée. Et puis elle voyageait moins. Donc le monde globalisé aujourd'hui nous permet de nous rencontrer et de voir s'il y a des choses justes ou injustes. Et l'injustice, elle est intolérable aux 4 points cardinaux. Dans ce partenariat, je pense que nous devons veiller à ce que les intérêts financiers ne fassent pas litière des droits humains. Et je rêve donc d'une Afrique heureuse de ce qu'elle a à recevoir, mais aussi de ce qu'elle a à donner. Je rêve d'une Afrique qui garde la barre de son destin. Je rêve d'une Afrique fière, consciente de son potentiel, de ce qu'elle a à offrir, mais d'une Afrique ouverte au monde, pas d'une Afrique afrocentriste. Cette Afrique-là, ce n'est pas la mienne. On ne combat pas le racisme en devenant raciste. Et il m'arrive d'être absolument choqué de voir le dialogue que certains peuvent tenir contre un voisin africain ou contre les Européens. Donc voilà, réparer une injustice, ce n'est pas en imposer une autre. Si l'Afrique combat la domination, ce n'est pas pour écraser les autres. Il faut demander un équilibre et le respect mutuel. Pour terminer, parce que je ne termine pas le sujet inépuisable, mais pour finir, permettez-moi de conclure juste avec une petite pensée pour les réfugiés, les migrants, les apatrides. Pendant longtemps, j'ai entendu parler d'eux au détour de conversations grandiloquentes. J'ai été au Népal, j'ai vu comment les gens vivent dans des camps. J'ai été à Barcelone, j'ai vu des gens, comment ils vivent dans des camps. Immigrés ou réfugiés vivant dans des camps avec une limitation de liberté, je vous garantis, quand on ne l'a pas vu, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Alors je pense à eux et je voudrais simplement dire ceci. Que nous soyons européens ou africains, notre liberté restera insatisfaisante tant qu'elle sera interdite à nos semblables. Personne ne peut apprécier un festin parmi les affamés. Or, la pire des fins, c'est l'absence de liberté. Je vous remercie.